à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices, auditeurs, bonsoir. Je dis bonsoir parce que là, je viens de partager un bon repas avec des amis et quelqu'un que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà entendu, c'est Jean-Louis. Jean-Louis. Bonsoir. Alors écoute, on va pas refaire tout ton parcours parce que grâce au podcast, on va pouvoir mettre un lien pour que les gens qui ne te connaissent pas encore puissent retourner un petit peu sur ce qu'on a déjà partagé ensemble. D'accord ? Donc, chers amis auditrices, auditeurs, bonsoir. Jean-Louis et puis Françoise. Françoise parce qu'elle vient de nous préparer un repas. C'est une pure symphonie, c'est un grand bonheur. Alors Jean-Louis, je t'envie pas parce que ma femme fait de même, hein. Toujours est-il que, la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as fait remarquer un truc après l'interview qui m'a interpellé. Tu m'as dit, oui, mais on n'a pas parlé de mes voyages. Quand on connaît une bribe de ta vie telle que tu nous l'as déjà exprimée, les voyages, ça devait pas être triste. Alors, je te cède la parole. On va où, Jean-Louis ? Eh bien, on va commencer par le premier voyage que j'ai fait. C'est un voyage particulier, hein. C'est le voyage dans l'armée. C'est un voyage aussi. Donc j'ai fait une formation d'1 an dans les commandos para, une formation pour être sous-officier, pour sortir sous-officier. Et suite à cette formation, j'étais instructeur donc dans les bataillons de chasseurs alpins, où je pratiquais la montagne, le ski. J'ai été instructeur pendant 2 ans, avant de quitter l'armée, la quitter avec plaisir, je dois dire. Alors, voyager, là, tu n'as pas fait des milliers de kilomètres, mais je pense que des fois, dans la vie, il n'y a pas besoin tellement d'aller très loin, hein, pour voyager. Ah, le Larzac, vous connaissez? Le Larzac, c'était du temps de l'armée ? C'était du temps de l'armée. J'ai parcouru le Larzac avec le fusil en bandoulière, le sac à dos avec la nourriture pour 3 jours, avec une 50aine de kilomètres à faire pour rejoindre le camion pour se nourrir. Alors ça, c'est un voyage local, mais que peu de gens ont vécu. Je crois que le Larzac, en plus, c'était un endroit qui militairement était assez chaud, puisque je crois qu'il y avait des ogives nucléaires, là, non ? Il y avait, oui, il y avait entre autres, il y a beaucoup de buissons et un terrain plein de trous, Ouais. qu'on parcourait la nuit, où on se dirigeait aux étoiles, où il fallait trouver effectivement le camion 30 km plus loin pour se nourrir, quoi. Voilà. C'était un voyage particulier, mais bon, c'était un voyage quand même. Alors c'est un voyage, donc pas un voyage que tu fais seul. Et ce qui est toujours sympa quelque part dans les voyages, c'est la relation humaine avec les gens qui sont avec toi. Ça se passait comment ? Ah, là, on était seuls. Ah, d'accord. Donc tu partais avec ton bagage, ton arme, et tu te démerdes. Oui, un petit sac de 30 kilos avec la mitraillette en bandoulière. Combien de kilos t'as dit ? Une 30aine de kilos. Avec les armes, les munitions, etc., quoi. Ça a formé quoi en toi ? Puisqu'on dit que les voyages forment la jeunesse. Oui. Eh ben, ça m'a appris simplement à marcher avec les étoiles, à marcher dans le noir. Mais merde, c'est cher payé quand même. Dans des terrains complètement accidentés. J'en ai pas retiré vraiment un grand plaisir, je dois dire. Juste suffisamment pour en parler un petit peu, quoi. Voilà. C'est une introduction pour parler avec plus de plaisir aux voyages qui ont suivi, aux vrais voyages. On y va ? Le premier, c'était la Turquie. J'avais fait une formation dans l'hôtellerie étoilée, et je suis parti en Turquie comme chef de bar. Et après les 4 mois de travail dans le cadre de ce bar, je suis parti en Anatolie centrale. J'avais un voyage en avion payé, j'étais invité, mais j'ai laissé l'avion. J'avais un voyage aller-retour. L'avion devait nous ramener en France, ensuite de la Turquie. J'ai laissé l'avion à Ankara, la capitale de la Turquie, pour partir à pied dans l'Anatolie centrale. Et ça a été... c'est un monde lunaire, l'Anatolie. C'est un monde vraiment fascinant. Des villes entières sont creusées dans les falaises. Des villes souterraines qui abritaient jusqu'à 15 000 personnes, quoi. C'est extraordinaire. Maintenant, tu voyages toujours seul, là, dans ce contexte. Tu connais pas le turc ? Non, je connais pas le turc. Alors, comment tu te débrouilles, là ? Alors, ça, c'est une question, j'ai toujours du mal à répondre. Les Turcs parlent un peu anglais, un peu français,
Je parlais un peu de temps en temps français, un petit peu anglais, enfin bon. Et puis on parle avec les yeux, où le geste est important. Le regard est important. J'ai fait un voyage retour extraordinaire. Je suis revenu en stop de l'Anatolie centrale jusqu'en France, en employant les moyens locaux. Alors, c'était de temps en temps des chariots tirés par des bœufs. C'était 5 km par-ci, 10 km par ailleurs. C'était un voyage, en fait, super intéressant avec des contacts avec les gens qui se serraient dans leur véhicule pour nous laisser la place. Se serrer dans un véhicule parce qu'on veut te laisser de la place, c'est une preuve d'envie de partager quelque chose quand même, parce qu'ils auraient bien pu te dire, écoute, non, il n'y a pas de place, tu te débrouilles. Ça veut dire qu'il y a, comme tu le dis justement, il y a le langage des yeux, du comportement, enfin tout ce qui n'est pas verbal, qui fait que finalement on est accepté ou pas pour faire un bout de chemin avec quelqu'un, dans tous les sens du terme. Ouais. Si je parle spécifiquement de la Turquie, on parle pas de la carte postale, là on parle de la relation humaine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement touché dans la relation avec ces gens-là, dans ce voyage? C'était des moments d'intimité sur quelques kilomètres, quelques heures de route. Un échange fort, un échange sans tricherie, sincère. J'ai gardé de ce voyage que des souvenirs marquants et très forts de relations riches, humaines, sur le plan humain. Alors, des exemples. Oui, moi je vais t'en citer un, tu vois, parce qu'on a quelques similitudes dans notre parcours de vie. Je disais tout à l'heure à Françoise, quand on est arrivé ici, que moi j'avais profité d'un de ces voyages en Turquie, entre autres, pour apprendre à jouer au backgammon. Donc ce sont des moments de partage qui sont aidants pour mieux rencontrer des gens, pour mieux ressentir une culture. Françoise, tu t'inquiètes pas si tu fais du bruit, hein. Je dis c'est normal, on a mangé. Je te remercie de nous aider. Dans nos parcours, on a des similitudes. Ces gens m'ont donné des outils pour mieux apprendre à les connaître. Qu'est-ce qu'ils t'ont fourni à toi? Ce que j'ai reçu, c'est leur générosité. C'est vrai, quand je dis qu'on se serrait, qui se serrait pour nous laisser une place, par exemple, une personne sur un rickshaw se serrait pour que je puisse monter avec lui. C'était moins confortable pour lui, mais c'est précieux. C'est un don. Moi, j'aime bien cet exemple, parce que ça paraît tout simple, mais c'est très significatif. Parce que, bon, moi maintenant j'ai des cheveux blancs, donc ça veut dire que dans le tram, des fois, on me cède la place en disant, bon, ben, il est plus âgé que moi, je vais lui laisser. Je prends ça comme un cadeau. Mais bien des moments dans notre vie, que ce soit ici ou ailleurs, on se rend compte que il y a très peu de marques qui nous démontrent la volonté de partager. Et là, tu me donnes justement une possibilité de comprendre sur quelque chose de tellement simple. Je me pousse et je te laisse de la place. C'est pas commun tous les jours dans la vie qu'on mène à Genève, par exemple. C'est une belle métaphore sur un tas de situations, non? Dans notre voyage. C'est pas commun dans nos pays occidentaux, finalement. En France, on voit rarement ce genre d'attitude. C'est symptomatique. J'aime beaucoup ce discours parce que tu me démontres avec des exemples tellement simples de la relation humaine que l'on peut avoir, parce qu'on ne se rend pas compte, mais nous, à l'égard des autres, finalement, sur des exemples aussi simples, on peut aussi démontrer une bonne volonté de notre part. Je te laisse la place, Jean-Louis, réponds-moi. Je veux dire par là que si je renverse l'histoire, est-ce que moi, je donne facilement ma place ou je cède un petit peu de mon espace pour qu'un autre puisse se sentir à l'aise? On apprend, en vivant certaines expériences telles que celle-ci, on apprend effectivement à donner un petit peu de son chez-soi à l'autre. Oui. C'est une belle expérience de voyage, hein, que ça soit de ceux qui viennent chez nous, de nous qui allons chez eux. C'est toujours une belle expérience. Tu as d'autres exemples, parce que là on est en Turquie, mais je sais que tu as fait passablement d'autres voyages. Est-ce qu'on peut aller, je sais pas, plus près ou plus loin, mais est-ce qu'on peut tourner un petit peu la planète autrement? Oui, au Maroc, par exemple. À une époque, je suis parti au Maroc en tant qu'enseignant, professeur de yoga. Le Maroc m'a laissé une belle expérience par le rythme de vie, mais aussi par le voyage qui s'en est suivi. Traverser de la Mauritanie, traverser du Sahara, où on est dans des espaces hors du commun, là. Et c'est dans
au Sahara, où j'ai vécu l'expérience du silence total. Où j'ai eu la chance de partir avec de faire une semaine de traversée avec des chameliers, où le langage, on n'a pas besoin de parler leur langue. Le langage, c'est avec les yeux, le regard, dans le silence. Eux vivent dans le silence en permanence. Comment tu as accueilli ce silence? C'était une expérience fabuleuse. La première expérience que j'ai eue d'un silence total, ça a été quelque chose qui m'a complètement interpellé, parce que dans les premières secondes, je cherchais, je me disais, il se passe quoi là? Tu écoutes, j'étais à l'écoute, et on se surprend à être à l'écoute, et au bout d'un moment, on se dit, mais j'entends rien. Est-ce qu'on est à l'écoute de soi dans ces moments-là? Dans des moments comme ça, on est plongé à l'intérieur de soi. Dans ces moments-là, on est à l'écoute de notre intériorité, et le seul bruit qu'on entend, c'est le battement du cœur. En fait, c'est difficile à exprimer. Enfin, je pense que beaucoup d'entre nous ont soif parfois de silence, et puis d'autres le pratiquent le plus fréquemment possible. Mais c'est clair, moi je reviens d'un endroit où j'étais dans le silence pendant plusieurs semaines, à la montagne, et je débarque à Genève, et j'ai le sentiment de m'être perdu dans le bruit. Ça t'évoque quelque chose par rapport au silence quand on est en face de soi-même? Ah, complètement, oui. Alors, on est allé dans les Alpes, on est allé en Turquie, nous sommes allés au Maroc. Tu nous embarques où maintenant? Dans les Indes. Inde, Népal, Ladakh, des pays que j'ai trouvé fascinants. L'Inde, c'est un pays au mouvement permanent, au bruit permanent, au sourire permanent. Et l'Inde, pour moi, c'était un point de départ pour partir dans les pays tibétains, aux Zanskars, par exemple, au Ladakh, où j'avais l'impression de retrouver mes origines. Je sais pas qui je suis. Je me sens pas français plus qu'indien, plus que... C'est les voyages qui t'ont appris ça? C'est déjà le fait de fuir la France pendant pas mal d'années. La France, Pourquoi t'as fui la France? ça me rappelait de trop mauvais souvenirs. Alors ça, encore une fois, c'est une référence qui nous permet d'aller voir ce que tu nous as dit précédemment. On continue. Voilà. La France, c'était la souffrance, quelque part. Et pourtant, la France, c'était mon gagne-pain. Je revenais tous les 6 mois, je revenais en France pour gagner suffisamment d'argent et repartir. Pour en revenir au Ladakh, j'avais l'impression de retrouver quelque part mes origines. C'est surprenant, comme certains pays comme ça vous ramènent à votre propre origine, quoi. À travers ces pays, à travers ces voyages, c'est quoi tes origines? Comment tu peux les exprimer? T'es qui, toi? Mes origines, c'était l'attrait pour la philosophie bouddhique, l'attrait pour les monastères tibétains, l'altitude. Je me sentais bien. Jusqu'à l'âge de 45 ans, j'habitais entre 1500 et 1800 mètres d'altitude, quoi. Et là-bas, je me sentais chez moi, parce que aux Zanskars, par exemple, les vallées les plus basses sont à 3005 d'altitude. Et je me sentais bien au-dessus de 4000, 5000. Est-ce que là, on passe d'un voyage terrestre à un voyage un petit peu plus spirituel? Est-ce que tu es d'accord qu'on aille bientôt à un autre entretien où on abordera plus profondément cette partie-là? Avec plaisir. Visiblement, on est dans un retour au silence. Oui. Alors, je te remercie de nous avoir consacré du temps. Je vous remercie tous deux de m'avoir convié pour ce magnifique repas ce soir.
Et chers amis auditrices, auditeurs, donc si vous voulez retrouver ce que nous avons précédemment abordé avec Jean-Louis dans ce contexte-là, je vous laisserai les liens qui vous permettront d'écouter ce que nous avons dit précédemment. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur du monde. Encore merci Jean-Louis, et puis on continue bientôt notre voyage. Salut! Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.